Voilà pour ce qui s'est passé. Je vous propose aussi d'écouter Gabriel Attal, je vous le disais, qui a répondu cet après-midi à la France Insoumise en étant extrêmement ferme. Ce qui nous permettra d'avancer, ce qui permettra la désescalade, c'est le travail et la solution diplomatique, pas la politique spectacle. Je le dis ici, avancer vers la paix, ça se fait avec nous dans des réunions au Quai d'Orsay, pas avec vous dans des DJ sets, quai de Valmy, à danser autour de DJ sets. Quand on prétend être à la hauteur de la gravité de la situation, oui, nous allons continuer à nous mobiliser. Oui, le président de la République est mobilisé, le ministre des Affaires étrangères également, avec l'ensemble de leurs homologues, pour parvenir à une solution politique au bénéfice des Israéliens, au bénéfice des Palestiniens, au bénéfice de la paix, qui est le seul combat qui vaille d'être mené. Voilà pour les paroles du Premier ministre. Vous êtes choqués, vous, amis auditeurs et téléspectateurs, 73% d'entre vous êtes choqués par ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Catherine Ney, vous qui observez la vie politique depuis quelques années, qu'est-ce que l'on peut tirer comme leçon de cette séquence qui est quand même extrêmement navrante, je trouve, pour le personnel politique? Mais elle est très orchestrée par Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, de Sébastien Delogus et à Marseille, le député qui était chauffeur de taxi, qui est venu député, qui était sur place à la façon chauffeur occasionnel, son garde du corps. Bon, là, mettre le drapeau de Mélenchon. Donc le drapeau, il a dû lui dire, bon. Et c'est évidemment pour se faire remarquer. Et puis vous avez vu qu'après, pour le point de presse, c'est David Guiraud, qui est un violent et qui accuse M. Meyarabi d'être un porc, qui est l'injure antisémite horrible. Mais derrière ce bruit et cette fureur voulue par Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi le fait qu'on approche des européennes et que la grande peur de Mélenchon, c'est que la gauche, non LFI, fasse monter en deuxième position Glucksmann. Et ça, c'est la chose qui montrerait à lui l'échec de sa stratégie personnelle. D'où cette stratégie de dire à la gauche, c'est si vous ne votez pour quelqu'un d'autre que nous, c'est que vous n'êtes pas en osmose avec le peuple palestinien. Vous commettez une faute terrible. Ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse à tous ceux qui voient des images et qui les interprètent au premier degré et qui disent, voilà, et aujourd'hui, c'est comme ça que l'on ramène. Donc c'est ça, c'est le message. Et donc c'est vrai que Mme Aubry faisait 6% il y a 6 ans, et là, en s'emparant, elle est montée à 8%. Alors est-ce qu'elle va monter, est-ce qu'elle va descendre? En tous les cas, c'est ça le but de Jean-Luc Mélenchon. Très intéressant votre démontage de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Vincent Herouette, le fait d'importer le conflit entre Israël et Gaza sur la scène nationale, c'est une stratégie que l'on connaît, mais là, antagoniser à ce point-là l'Assemblée, c'est nouveau ou pas pour vous? Moi, je vous avoue, je suis surpris qu'il n'y ait jamais eu aucun drapeau brandi dans l'enceinte du Palais Bourbon. J'étais persuadé qu'il y en avait eu, qu'il soit ukrainien, breton, corse ou... j'ai découvert ça hier. D'accord. Bon, à côté de ça, la réduction radicale, dans la radicalité, c'est l'application du vieil axiome, vous savez, sartrien, qui disait « tout anticommuniste, c'est un chien ». Et bien désormais, tous ceux qui seront considérés comme sionistes seront des porcs. Voilà, c'est assez sommaire. Oui, Tout adversaire est une ordure. Donc, il n'y a plus de débat parlementaire, évidemment. Et moi, ce qui me choque le plus, bien davantage que le drapeau, je vais vous avouer, c'est de voir les deux parlementaires qui, hier, se sont comme ça drimpés dans le linceul des Palestiniens, parce qu'il y a une véritable tragédie en Israël et en Palestine. Ce sont deux peuples qui se prennent à la gorge et qui vivent quelque chose qui est fatal, qui est vraiment lugubre. On ne voit pas du tout comment ils vont s'en sortir, comment on va échapper à cette ruine. Et devant, il y a quelque chose de terrifiant. De voir vous les ces voyez députés, en train de danser. C'est ça, Quelques danser heures sur après, un podium. vous comprenez bien qu'on est passé de la tragédie du Proche-Orient à la tragique-comédie du théâtre parlementaire, à quelque chose qui est grotesque et qui est un peu accablant pour la représentation et qui n'échappe nationale. pas aux Français. Je disais 73% se disent choqués. Ils ne comprennent pas en réalité ce que font nos élus, Tatiana Arnor-Bazac. Ce conflit, il est extrêmement grave. Il y a des morts, comme le rappelait Vincent Herouette. Qu'on en arrive à s'insulter et puis à danser ensuite sur des podiums. Mais quel message ils envoient? Déjà, c'est un conflit qui fracture énormément la société française. Donc, voir déjà les responsables politiques s'invectiver avec des mots même encore pires parfois que ce qu'on peut entendre
dans la rue entre des Français lambda assez effrayants, le mot porc, il n'est pas anodin. Je rappelle juste quand même que le mot porc, dans la religion musulmane, est impur. C'est-à-dire qu'on dit même parfois, si vous écoutez la musique, vous vous transformez en porc. Donc, c'est pas anodin du tout. Au-delà de l'antisémitisme primaire que ça véhicule, etc., c'est pas anodin. Deuxième chose, je vous rejoins et c'est très intéressant en effet, c'est vrai qu'il y a une stratégie de la fracturation, non seulement du pays, dans une logique tout à fait électoraliste, mais j'irai même plus loin. Jean-Luc Mélenchon ne vise pas les européennes, il vise directement la présidentielle 2027, pas les européennes. Ça ne l'intéresse pas les européennes. Et c'est pour ça que votre édito était très intéressant, parce que c'est exactement ça. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon, il va même plus loin parce qu'il joue même la fracturation, au-delà de celle de la société, de son propre parti. Parce qu'en fait, il veut faire imploser son parti, qui est déjà implosé. Parce qu'en fait, au sein de son propre parti, il y a une profonde division, non seulement sur le choix de ce qu'il a mis au cœur de la campagne électorale, le conflit israélo-palestinien, qui n'avait rien à faire au cœur d'une campagne pour les européennes. Premièrement, parce que c'est pas le sujet, et deuxièmement, parce que c'est loin, très loin de la préoccupation première des Français, qui est l'insécurité, et le pouvoir la santé, le pouvoir d'achat, l'immigration, etc. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a une vraie fracturation au sein de ses proches sur la question d'un État palestinien, enfin d'un seul État ou d'un État binational. Vraie parce question que autour de la Rima Hassan, qui reconnaissance porte d'un cette État revendication, est loin de la Bien majeure sûr. partie du camp LFI. Catherine Ney, vous voulez rajouter quelque chose? On va écouter les Oui, Français non, mais après. il applique la lutte exemplaire trotskiste, qui quand il y a un problème, on ne traite plus qu'un sujet. C'est la cause palestinienne qui, voilà. Mais alors, on ne parle plus de rien d'autre. La gauche ne peut même pas évoquer le problème de la réforme de l'assurance chômage. Ça devient le thème. Oui. On polarise tout sur ce qui se passe à Gaza. On va juste écouter, alors justement, pour montrer la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, théorisée il y a de longues années, parce que là, je vais vous faire écouter une archive de 2012, octobre 2012, où déjà, il avait calé sa stratégie politique sur celle d'Hugo Chavez, ancien président populiste du Venezuela. Écoutez Jean-Luc Mélenchon en 2012 sur sa stratégie. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé. Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Voilà, pour ce que disait Jean-Luc Mélenchon en 2012, Jean-Sébastien Ferjou. Tout est clair, tout est écrit, tout est dit. Ah mais je suis entièrement d'accord. Il avait aussi employé, je ne sais pas si c'était dans la même conférence, mais une autre expression reprise à Mao, en disant que la révolution n'est pas un dîner de gala, et en disant que la construction d'un peuple révolutionnaire, justement, ne peut pas se faire sans la conflictualisation. Tout doit être conflictualisé. Donc je pense qu'on refuse de voir que la France insoumise est dans un projet qui est proprement révolutionnaire, qui se fiche mais des Palestiniens, mais éperdument. Alors peut-être pas. Je vous parle pas de leur militants. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Si, mais on peut pas dire vous ça. le dis, je l'assume. Mais je ne vous parle pas des militants qui eux sont légitimement émus. Exactement. Je vous parle de Jean-Luc Mélenchon et de la tête de la France. On n'est pas dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Dieu merci. Si, j'assume ce que je vous dis parce que je pense que sa stratégie est d'implanter une vision identitaire et communautariste de la politique. En France, s'il se préoccupait véritablement des Palestiniens, d'ailleurs, il pourrait demander des comptes, par exemple, au Qatar ou à un certain nombre d'États avec lesquels ils entretiennent des relations. Il voulait que l'Iran fasse partie de l'alliance bolivarienne. Est-il allé demander des comptes à l'Iran pour essayer de résoudre la résolution du conflit? Pourquoi? Parce qu'il veut la révolution en France et il veut créer des identitaires parce qu'il se dit que c'est aussi favoriser, moi je pense que c'est ça la stratégie, c'est aussi favoriser l'arrivée au pouvoir de ce que lui appelle l'extrême droite en pensant que ça créera des troubles et que c'est comme ça. Et que lui récupérera la mise. Vincent Herouette. Non, moi je viens peut-être apporter un peu d'eau au moulin de notre ami, c'est parce que la situation au Venezuela, c'est une chose particulière et Chavez, c'était un leader incandescent et puis il y avait la fortune du pétrole. Il y a une situation particulière, mais l'idée profondément révolutionnaire qui a été appliquée par les communes, par les soviets et qui a été après copiée par les nazis, dans le cadre d'un système totalitaire, c'est qu'effectivement, il faut passer une partie du peuple par-dessus bord. Il faut désigner à la vindicte collective celui qu'il faut haïr. Alors, sous le Troisième Reich, ça a été les Juifs,
sous les nazis, sous les communistes, ça a été tour à tour les koulaks, les aristos, les immigrés, etc. Les juifs aussi, Mais parfois, l'idée, c'est ça. Souvent, C'est quand même que la conscience révolutionnaire, elle vient dans la haine d'une partie du peuple qui est de la traître. population. On écoute juste les réactions des Français après ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Des réactions assez contrastées. Écoutez. Ça vous a choqué ? Complètement, oui. Complètement. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale, c'est drapeau français, les drapeaux européens, rien d'autre. Moi, je suis pour la reconnaissance de la Palestine, donc je serais prêt à défiler dans la rue avec le drapeau à la main. De là, le faire à l'Assemblée, c'est moyen, je trouve. Non, ça ne me choque pas dans la mesure où on a affaire à un peuple qui fait l'objet de crimes de guerre. Et c'est pas le lieu pour vraiment faire ça, mais bon, en soi, je pense que c'est pas un drame non plus, et que le fait qu'il ait été suspendu pendant 15 jours, je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est insensé quand même que nos députés puissent agir de la sorte, alors qu'ils représentent le peuple. Voilà, insensé que les députés agissent de la sorte, alors qu'ils sont censés représenter le peuple, Geoffroy Lejeune. Ça, c'est ma réaction de bon sens. Je pense que tout le monde l'a partagé. Moi, quand j'étais plus jeune, je me passionnais pour les comptes rendus de débats parlementaires sous la Troisième République. Vous savez, quand il y avait des vrais affrontements oratoires entre des gens qui n'étaient pas d'accord et qui montaient à la tribune et qui s'invectivaient. Et en réalité, c'était pas de l'invective, c'était de la vraie joute oratoire à l'ancienne. Et donc, on a des morceaux d'anthologie qui sont encore d'ailleurs disponibles sur le site de l'Assemblée. Et c'est... À l'époque, ça montre une France en réalité qui est clivée sur des vrais sujets de fond, peut-être même d'ailleurs plus qu'aujourd'hui, mais qui continue à faire nation au sens où en fait on débat politiquement, il y a un gagnant, il y a un perdant. Ce qu'on a vu hier, c'est très intéressant. C'est une partie de l'Assemblée nationale qui a décidé de faire sécession. En fait, c'est un peu ça, de faire sortir certains de sa logique et de faire sécession pour provoquer, moi je pense, in fine, un embrasement. Allez, 18h19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à évoquer cette question de la Palestine, du conflit palestinien, avec ces manifestations. De nouvelles manifestations sont prévues ce soir pro-palestiniennes, notamment à Paris. On verra ça avec nos envoyés spéciaux tout à l'heure. Et puis, il y a cette interview de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, au Figaro, qui dit « Je ne peux pas être d'accord avec une reconnaissance de l'État palestinien tant que l'ensemble des composantes palestiniennes n'aura pas accepté la reconnaissance de l'existence d'Israël, Vincent Hervouet. Ça tombe sous le sens, il faut bien le rappeler quand même. Oui, ça paraît une évidence. D'abord, c'est absolument incongru que 3 pays reconnaissent... c'est quoi la politique étrangère de l'Europe ? Il paraît qu'il y a une administration qui s'appelle la politique étrangère et de sécurité commune, avec tout un appareil diplomatique, des ambassadeurs partout. Ça ne sert visiblement à rien, parce que c'est quand même notre voisinage immédiat, la Méditerranée. Deuxièmement, ça ne pèse absolument pas sur le réel, ça n'incite personne à se mettre autour d'une table, ça ne fait pas du tout avancer le schmilblick. Troisièmement, qu'est-ce qu'on reconnaît ? C'est la Palestine, mais c'est quoi ? C'est où ? C'est quelle frontière ? C'est quelle continuité territoriale ? Deuxièmement, c'est quelle administration ? Et troisièmement, c'est quel peuple ? C'est les 6 millions qui sont actuellement à Gaza et en Cisjordanie dans les territoires occupés, ou les 10 millions si on compte les réfugiés, petits-fils de réfugiés, arrière-petits-fils de réfugiés, qui vivent en Syrie, au Liban, en Irak et partout, et en Jordanie. Donc, il n'y a ni le peuple, ni l'interlocuteur, ni le territoire. Donc, c'est vraiment une espèce de vœu pieux ou de pratique conjuratoire. Vous savez, comme on fait parfois son signe de croix, mais au moins le signe de croix, on peut espérer que ça serve à quelque chose. Alors que là, ça ne servira à rien, si ce n'est à permettre au Hamas, légitimement, de dire qu'ils n'ont pas assassiné 1200 Israéliens pour rien, puisqu'ils auront obtenu au moins cela. Une reconnaissance d'un État palestinien. De facto. Catherine Ney, sur la position du président Sarkozy, qui est plus claire que celle du président Macron, qu'on va écouter dans un instant. Encore une fois, si les composantes palestiniennes ne reconnaissent pas l'existence d'Israël, c'est la base, il n'y a pas de reconnaissance de l'État palestinien. Ben oui, mais ça, ce que vient de dire Vincent Hervouet, je ne peux qu'abonder dans son sens, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est... Quand on lit cette interview, tout d'un coup, alors qu'il dit des choses que... C'est la clarté de ce qu'il dit, on se dit, mais oui, il a raison. Moi, je trouve qu'il a un don pédagogique pour mettre les problèmes à plat et pour que ce soit sur l'immigration, sur tous les sujets. C'est sa marque. Et c'est vrai, quand on lui dit, mais là, ce que vous dites, ça pourrait plaire au président Macron, il dit oui, mais ça peut lui plaire, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il l'applique. Et là, je crois que c'est la plus grande critique qu'il puisse faire en douce du macronisme, parce que le président parle beaucoup,
parle beaucoup, c'est une inondation verbale. Mais après, il ne se passe pas grand-chose. Et vous parlez d'Emmanuel Macron. On l'écoute d'ailleurs sur cette question de la reconnaissance d'un État palestinien. Il y a répondu hier lorsqu'il était en voyage en Allemagne. Écoutez. Il n'y a pas de tabou pour la France et je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien. Mais j'ai toujours dit depuis le début, c'est ce que j'ai encore expliqué vendredi dernier à l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de la région qui sont venus avec lesquels nous avons travaillé sur l'initiative arabe, je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile. C'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Oui, et Vincent Herbette, il ne demande même pas la libération des otages. Ben oui, les trois États européens là, qui viennent de reconnaître ne demandent absolument rien en échange, ne passent pas un coup de fil à Mahmoud Abbas, n'essaient pas de joindre les Qataris pour dire... Parce que bon, on admirait le talent de pédagogue de Sarkozy. L'ancien président, effectivement, il est très clair quand il s'exprime. Mais bon, quand il était président, on pouvait contester sa politique, mais au moins, quand il a agi en diplomatie, il a été un très bon négociateur. On l'a vu après la crise de 2008, on l'a vu sur la Géorgie, évidemment. Donc il a ça à son actif. Mais quand on fait de la politique étrangère, quand on fait de la diplomatie, c'est quand même de la négo d'abord, c'est donnant-donnant. Donc reconnaître comme ça par principe, sans rien arracher en échange, c'est vraiment quelque chose, c'est stupide presque. C'est de la politique intérieure en réalité. Quand vous regardez les différents pays, vous voyez, c'est de la politique intérieure. Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord avec ça? C'est de la politique intérieure, bien sûr, parce qu'il y a aussi autre chose qu'ils ne demandent pas aux Palestiniens, c'est un numéro de téléphone. C'est-à-dire, qui représente un État palestinien? C'est qui? C'est le Hamas? C'est le Fatah qui dirige aujourd'hui à Ramallah, mais qui a oublié d'organiser des élections depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est le djihad islamique de Cisjordanie. C'est qui? Quelle est la faction des Palestiniens qui représenterait un État? Pour négocier avec un État, encore faut-il qu'il y ait un interlocuteur, ou à minima des interlocuteurs qui se soient mis d'accord entre eux, une coalition. Avez-vous l'impression que le Fatah veuille reprendre le contrôle à Gaza tant que le Hamas y sera? Parce qu'il y a aussi une espèce d'hypocrisie énorme. C'est que beaucoup des Palestiniens souhaitent qu'Israël fasse le sale boulot en détruisant le Hamas, parce qu'aucun d'entre eux ne voudrait reprendre Gaza tant qu'il resterait des milices du Hamas présentes. Terroristes. C'est vrai qu'il y a un flou depuis le début de ce conflit, parce qu'au tout début, déjà, on entend les Américains parler d'une autorité palestinienne revivifiée qui pourrait reprendre le contrôle lors de la fin de la guerre de la bande de Gaza. Mais ça veut dire quoi? Autorité palestinienne revivifiée. Sans Mahmoud Abbas, j'imagine que déjà, au minimum, ça signifiait ça. Mais quoi d'autre? Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte d'impensé depuis le début, en fait. Après la guerre, quid? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour certains, c'est évidemment un peu fait sciemment. C'est-à-dire que si j'étais un peu cynique, je vous dirais que certains, même côté israélien, Benjamin Netanyahou et la part d'extrême droite de son gouvernement, évidemment, sont dans un impensé total de l'après, parce que je ne pense pas qu'ils souhaitent non plus deux États. Cela dit, il y a une vraie problématique là, parce que quand on explique qu'il faut de toute façon que ce soit des parties prenantes, comme le dit l'ancien président de la République, qui soient pour la reconnaissance de l'État d'Israël, à la fois aujourd'hui, tous les pays qui financent ou qui soutiennent les Palestiniens sont contre. L'Iran, la Syrie, le Qatar, même les parties prenantes aux négociations, l'Égypte, etc. Il y a quand même une ambiguïté depuis le début. Il y a quand même le Hezbollah, je rappelle juste accessoirement en Égypte. Donc il y a quand même une vraie problématique, si vous voulez, sur la légitimité aujourd'hui juste du droit à exister d'Israël. Et donc comment on fait pour remettre autour de la table des gens qui considèrent déjà que Israël, c'est normal que Israël est un État et que les Juifs soient en sécurité une fois pour toutes dans un État. Ça, c'est quand même une vraie problématique aussi. Geoffroy Lejeune, il y a aussi dans cette interview de Nicolas Sarkozy au Figaro des propos sur l'antisémitisme. Il dit il y a toujours eu de l'antisémitisme en France, l'affaire Dreyfus en témoigne, mais il a été trop souvent nié ou sous-estimé. Aujourd'hui, il se cache derrière l'antisionisme ou le décolonialiste. Il est nié d'une autre façon. Et ça, c'est une analyse extrêmement fine de ce qui se passe dans la société et ce qui se passe à l'extrême gauche. Alors moi, c'est une analyse qui m'étonne, pour tout vous dire. J'avais eu la même discussion avec Nicolas Sarkozy pour le journal du dimanche au moment de la marche contre l'antisémitisme, vous savez, juste après le 7 octobre, où lui avait annoncé qu'il allait marcher. Et il avait fait la même analyse en expliquant que, en effet, c'était un antisémitisme qui prenait qui avait des racines très antérieures à ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est compliqué de le suivre complètement. Oui, alors il y a toujours eu de l'antisémitisme, évidemment, mais je trouve ça très compliqué de dire que celui d'avant existe encore et
que celui d'après est le même. Oui, il se cache toujours, oui, il porte toujours un autre nom, etc. Mais moi, je ne vois pas les mêmes causes et je ne vois pas les mêmes conséquences non plus. C'est-à-dire que le vieil antisémitisme d'extrême droite que je trouve vraiment résiduel dans notre pays, on entend peu s'exprimer, il est par ailleurs très lourdement condamné, et ce dont on a parlé dans cette émission déjà, à savoir cet antisémitisme qui parfois de manière très perverse va se nicher dans des références comme le mot porc, comme d'autres etc. Je trouve que ça n'est pas la même chose, et par ailleurs ça n'est pas la même... Aujourd'hui je ne mettrai pas les deux menaces sur le... Non, évidemment. Oui. Non, mais aujourd'hui, les Juifs de France ont peur. Je veux dire, il y a toujours eu un antisémitisme résiduel qui datait des années lointaines, d'ailleurs. Après la guerre, on pensait que c'était quelque chose qui était oublié. Mais là, aujourd'hui, être juif en France, c'est difficile. On a peur de tout. Vous êtes regardé de travers dans les rues. Si vous ne pouvez plus porter de signes religieux, vous avez peur. Et où aller ? Je veux dire, les juifs qui se sentaient menacés dans les quartiers, beaucoup avaient fait leur abaya. Et parmi ceux qui étaient... Pardon. Et beaucoup continuent à le faire, d'ailleurs. Et ils continuent à le faire. Mais allez, d'ailleurs, dans le meurtre du 7 octobre, il y a beaucoup de Français qui étaient partis de Sarcelles et qui habitaient là, qui étaient des... Voilà. Et notre ami François Pupponi nous en parle régulièrement. Un dernier mot sur ce que dit Nicolas Sarkozy à propos de Jean-Luc Mélenchon, qu'on évoquait, et des Insoumis. Est-ce que ce terme d'islamo-gauchisme lui semble approprié ? Oui, dit-il, il suffit de se replonger dans l'histoire, rien ne change. Que fait-on de découvrir ? La gauche a toujours fait du communautarisme. Jean-Luc Mélenchon n'est ni le premier ni le dernier. Il égratigne au passage François Hollande, qui lui a été célébré avec quantité de drapeaux algériens, place de la Bastille. Jean-Sébastien Ferjou. Justement, je trouve qu'il fait un raccourci un peu saisissant, parce que oui, il y avait des drapeaux algériens sur la place de la Bastille le soir de l'élection de François Hollande, mais je ne crois pas que François Hollande ait montré particulièrement de complaisance vis-à-vis de l'islamisme. Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est autre chose. C'est quand vous avez des représentants du NPA qui vont avec des islamistes en disant que pour faire la révolution, il faut une alliance des deux. L'islamo-gauchisme, c'est ce qu'on a vu en Iran en 1978-1979, cette alliance entre la bourgeoisie, ou les étudiants, l'extrême gauche et les islamistes, et qui a permis à la révolution islamique de gagner, sachant que pour le coup, les gauchistes, entre guillemets, ils ont été éliminés dans l'année qui a suivi. Donc je pense que Nicolas Sarkozy, sur ce point-là, est un peu léger, parce qu'il y a un vrai sujet dans la complaisance. On l'a vu à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, il y avait des islamistes qui étaient présents. Il y avait des islamistes qui étaient présents. On sait que ce ne sont pas eux qui organisent les manifestations, mais aux États-Unis, comme en France, on voit notamment que la République islamique d'Iran a essayé. Il y a des manifestants à Londres qui étaient payés par la République islamique, par l'ambassade d'Iran. Donc c'est une réalité qui dépasse de très loin. Je trouve que l'espèce de raccourci, mettre François Hollande dans l'équation, ça me paraît pas... Non, mais ça, je crois qu'il ne peut pas s'en empêcher de lui envoyer un petit tacle à son prédécesseur, surtout qu'il ne faut pas oublier que lorsque Jacques Chirac a été réélu en 2002, il y y avait beaucoup de drapeaux algériens. À la Bastille, il y avait beaucoup étonné à la place de la République, ce qui avait à la fois effrayé Bernadette Chirac. Voilà. Geoffroy Lejeune. Non, mais alors c'est un point où je suis d'accord avec lui pour le coup. C'est 2012, la place de la Bastille, les drapeaux étrangers qui célèbrent François Hollande. 2012, je parlais de 2012, pardon. Oui. C'est un moment important où, donc c'est le soir de la défaite de Nicolas Sarkozy, qui est un an après le moment où la gauche choisit la stratégie dite à l'époque Terra Nova, c'est-à-dire le vote des minorités plutôt que le vote du peuple ou du prolétariat, pour aller vite, rompant ainsi avec son histoire. Évidemment, c'est pas comparable avec les islamistes qui défilent avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. En revanche, on peut considérer que c'est peut-être le point de départ du moment où la gauche décide de larguer le vieux peuple, le peuple old school, comme dit Michel Onfray, pour aller vers les minorités. Et depuis, oui, François Hollande n'était pas un islamo-gauchiste, évidemment. Mais c'est pas de l'islamo-gauchisme. Non, mais c'est le début. C'est le début. On a juste Petite accéléré pause, le temps du journal, 18h31, on est en direct sur CNews et Europe 1. Adrien Fontenot est là.